Hey, salut Dani, comment ça va avec ce confinement? Dis-moi, demain c'est la fête de Saint-Sauveur du Monde pour la communauté capverdienne et je me rends compte qu'en fait je connais pas très bien le Cap-Vert et je voulais savoir si tu voulais bien m'en parler un petit peu. Salut Amé. Ouais, le Cap-Vert. Tu sais, il y aurait tellement à en dire, mais tu kifferais. Les plages, le sable fin, l'eau turquoise. Je t'assure, faut que tu découvres, faut que tu viennes. C'est juste génial, quoi. Ouais, ok, sympa, les plages, le soleil, tout ça, mais bon, ça m'en dit pas beaucoup, hein. Qu'est-ce que je vais te dire sur le Cap-Vert? Déjà, géographiquement, le Cap-Vert est un archipel de 10 petites îles volcaniques situées dans l'océan Atlantique, au large des côtes sénégalaises, à peu près 500 km. L'archipel se divise en deux séries d'îles. Au sud, les îles de Sotavento, qui frappent le vent, avec les îles de Brava, Fogo, Santiago et Maio. Et au nord, les îles de Barlavento, qui barrent le vent, avec Boa Vista, Sal, San Nicolao, Santa Luzia, San Vicente et Santantan. Dis-toi que sur l'île de Santiago, qui est la plus grande, à peu près 50 km sur 30, il y a plus de la moitié de la population qui y vit. Sa capitale est Praia. Historiquement, les îles du Cap-Vert étaient inhabitées avant l'arrivée des premiers explorateurs portugais en 1456. Ce fut la première colonie européenne dans les tropiques. Avec des esclaves venant du Sénégal, du Mali, de la Guinée, elle sert de tête de pont à la traite des esclaves et au commerce triangulaire. La colonie continue de croître au XIXe siècle en devenant une escale sur les routes maritimes menant aux Indes orientales et à l'Australie. Au Cap-Vert se trouve la première ville coloniale construite par les Européens sous les tropiques, la ville de Ribeira Grande, rebaptisée Cidade Velha, vieille cité, à la fin du XVIIIe siècle. Située au sud de l'île de Santiago, elle conserve une partie d'importants vestiges, dont une forteresse royale et la place du pilori, avec sa colonne de marbre, mais aussi un vestige important pour les chrétiens. Ce fut la cathédrale de Sé, le siège du catholicisme dans les tropiques au XVe siècle. La fondation de Ribeira Grande, Cidade Velha, marque une étape décisive dans l'expansion européenne à la fin du XVe siècle, en direction de l'Afrique et des espaces atlantiques. Ah ouais, quand même, hein. Mais du coup, culturellement, vous devez être vachement riche, non? Dans les décennies et les siècles qui suivent, de par la faible superficie des îles et leur isolement, un processus de métissage unique entre maîtres blancs et esclaves noirs se développe. Ce métissage entre Africains et Européens est le fondement même de cette identité capverdienne. La langue officielle au Cap-Vert est le portugais, mais on parle le créole, issu du portugais et enrichi de dialectes africains, notamment le mandingue. Le créole est parlé par tout le monde, quelle que soit sa classe sociale. Même si des influences africaines ont subsisté, en particulier sur l'île de Santiago, on note très peu de parallèles avec la culture du continent africain. Notre musique est un métissage entre diverses influences musicales suite à cette colonisation. Mais elle tend à s'urbaniser. La musique capverdienne et ses différents composants, le funana, la coladera, morna, le kizomba qui ressemble à un zouk, ont été popularisés dans le monde entier, notamment par la célèbre diva aux pieds nus, la chanteuse Césaria Évora. Au cours du XXe siècle, plusieurs famines déciment la population. Beaucoup embarquent sur les baleiniers. Le pays accède à l'indépendance en 1975. À cette époque, de nombreux Capverdiens émigrent à l'étranger, constituant une diaspora supérieure au nombre de la population résidente au pays. Ah oui, d'accord, ok. Et au niveau de la foi, du coup, c'est comment? Parce que vous êtes quand même proche du Sénégal, de la Mauritanie, etc.
Et ça doit être majoritairement musulman, non? On pourrait le penser, mais non. Le catholicisme est la religion dominante du pays avec plus de 90%. Et le clergé a d'ailleurs une grande influence sur la vie politique et sociale du pays. Les églises sont présentes partout. La deuxième religion du pays est le protestantisme, représenté en particulier par la branche adventiste. Quant à l'islam, il commence à peine à faire son apparition avec l'arrivée des migrants. On trouve quelques traces du judaïsme. L'évangélisation du Cap-Vert est confiée à l'ordre du Christ, aux franciscains et aux capucins. En 1533, le pape Clément VII crée le diocèse de Santiago, qui s'étend vers les côtes de Guinée. La christianisation se fait progressivement, et la liturgie catholique romaine va s'implanter peu à peu. On compte près de 24 chapelles à Ciudad Real. Des écoles faisant aussi office de séminaire sont ouvertes. Un jésuite, père Antonio Vieira, au cours de son périple vers le Brésil, en 1652, note dans ses écrits la présence d'un clergé noir cultivé, intelligent, vertueux et doué pour la musique, preuve de l'ouverture et de l'adaptation de la vie ecclésiale aux réalités de la population locale. Mais cette réussite de l'évangélisation est tempérée par les fréquents changements de résidence des évêques plus enclins à vivre au Portugal, et par l'absence d'un véritable séminaire local. Celui-ci sera créé vers la seconde moitié du XIXe siècle, sur l'île de San Nicolau, lorsque l'évêque s'y installe et y prend résidence. Le séminaire de San Nicolau devient alors incontournable dans la vie religieuse, mais aussi dans la vie sociale des îles. L'enseignement permet de former des prêtres, mais aussi de préparer d'autres jeunes à de futures responsabilités civiles. Des prêtres, des fonctionnaires et des professeurs sortiront des murs du séminaire. C'est ainsi que la culture capverdienne se construira en complète osmose avec le catholicisme. Après une période de déclin, l'Église catholique reprend de la vigueur grâce à l'arrivée des Capucins et des Spiritains en 1941. Ils ont édifié l'Église locale. Les Capverdiens forment un peuple religieux. Les Spiritains perçoivent le potentiel de la piété populaire locale. Un événement amorce la renaissance de la vie spirituelle du pays. En avril 1948 est organisée la visite itinérante d'une statue de Notre-Dame de Fatima à travers toute l'île. Des groupes de prière vont alors se créer. Des couples formés de longue date se marient à l'église. L'assistance aux messes dominicales reprend force et le nombre de communions augmente. Les missionnaires formeront une grande quantité de catéchistes pour assurer la préparation au sacrement et fondent des groupes d'action catholiques pour les adultes et les jeunes. En 1975, avec l'indépendance, le pays entre dans un régime de parti unique d'inspiration marxiste. C'est un choc pour l'Église du Cap-Vert, qui perdurera jusqu'en 90. En 91, la visite du pape Jean-Paul II marque le pays. L'Église qu'on a voulu affaiblir durant des décennies s'en trouve renforcée. La grande place tenue par les laïcs n'exclut pas l'appel aux vocations spécifiques dans l'Église. Bien au contraire, ce sont les laïcs qui invitent les jeunes à trouver leur place dans la communauté chrétienne et à découvrir la forme de service qu'ils seront appelés à lui donner leur vie durant. Que ce soit par le mariage, la vie religieuse ou missionnaire, la prêtrise ou tout simplement dans l'engagement au service des autres, par exemple le scoutisme. Les vocations masculines augmentent mais restent tout de même faibles, tant pour le diocèse que pour les congrégations religieuses. Aujourd'hui, la place de l'Église reste prépondérante dans la vie du pays. En chiffres, le Cap-Vert compte 2 diocèses, celui de Mindelo et celui de Santiago. Celui de Santiago est composé de 21 paroisses, donc 21 prêtres paroissiaux, avec 2 ordres religieux masculins, les Capucins et les Spiritains. Il y a 22 frères prêtres. On compte 7 congrégations féminines, avec 82 religieuses. 26 jeunes se préparent au sacerdoce. À Boston, où se trouve la plus grande diaspora capverdienne dans le monde, un prêtre capverdien y est installé pour accompagner cette communauté. Aussi bien les religieuses, les religieux
que les prêtres, tous restent très proches et au service de la population, dans un grand respect, mais aussi dans un grand esprit de partage et de convivialité. Tiens, regarde. Ok, et du coup dis-moi, elle vient d'où cette fête du Christ Saint Sauveur du monde en fait? Les occasions pour faire la fête au Cap-Vert sont très nombreuses, et chaque petit village a souvent sa fête particulière. Les fêtes sont en général liées à la célébration d'un saint, Saint Jean étant le plus fêté sur toutes les îles. Les festivités y sont très populaires, avec toujours messes, processions, musique traditionnelle, danse, ainsi que de copieux repas où on sert les grands plats de grandes occasions, comme le chérén, couscous, feijoang, jagacida. Sur l'île de Santiago, les saints les plus fêtés sont évidemment Santiago, Saint Jacques en français, saint patron de notre île. À l'ouest, Santa Catarina, Santa Amaro au nord, Notre-Dame des Grâces à la capitale. Et au centre, dominant les montagnes à Picos, Christ Saint Sauveur du monde, en créole New Senhor do Mundo. Ces fêtes rythment l'année et sont l'occasion de demander l'intercession et la protection du saint patron. Et cette foi populaire est très précieuse et se transmet de génération en génération. Elles sont attendues par tous. En Île-de-France, la diaspora capverdienne des différentes îles sont représentées. Mais à Trappes, nous avons une majorité d'originaires de l'île de Santiago et de l'île de Sant-Antão. Un peu partout se trouve une communauté capverdienne en France ou en Europe. Les fêtes patronales du Cap-Vert y sont célébrées. Au Cap-Vert, ces festivités durent une semaine. Concerts, bals, les familles arrivent de partout, voire même de l'étranger. C'est l'occasion pour les expatriés de revenir au pays. La convivialité est de mise. On ne cuisine pas que pour soi. On sort les grosses marmites. Chaque foyer en possède au moins une. On se retrouve entre voisins pour préparer les plats traditionnels. Chacun apporte 1 kilo de ceci, 1 kilo de cela. Veillées de prière s'enchaînent joyeusement avec le son des tambourins des batucaderas, réunis dans la cour du voisin. Et vient le point culminant de la fête, la grande célébration. Ce jour-là, la messe commence par la procession. Le saint qui est honoré ce jour est précédé par les saints patrons de toutes les chapelles qui composent la paroisse. Les paroisses sont très étendues. Certaines peuvent avoir jusqu'à 20-30 chapelles. Donc imagine ces processions avec 20-30 statues décorées et tout ce monde. Les juifs, parrains et marraines de la fête, de tous âges, sont nommés l'année précédente. Ils sont garants de la fête. Selon les lieux et l'importance du saint fêté, il peut y avoir jusqu'à une quarantaine de parrains marraines. Après la messe, devant chaque maison, on offre un repas. Le partage est le maître mot. Tout le monde est invité de partout. Et crois-moi, que le maître de maison te connaisse ou pas, tu seras nourri. Et bien nourri. San Salvador do Mundo est fêté le 3e dimanche de Pâques, comme attestation ferme de la résurrection du Christ. À mi-chemin de l'Ascension, nous sommes tous invités à continuer de répandre cette bonne nouvelle qu'est la résurrection de notre Sauveur. L'année dernière, pour la 10e année consécutive, nous l'avons célébrée à Trappes. Cette année, elle sera bien évidemment confinée, mais tout aussi fervente. Alors Amélie, je te donne rendez-vous, ainsi qu'à vous tous, à vous unir à la prière de la communauté capverdienne, ainsi qu'au peuple capverdien également confiné. Rendez-vous ce soir à 21h30 pour une veillée de prière, et demain pour la messe, où nous rendrons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous offre, tout ce qu'il nous donne.